Il m'est arrivé qu'un étudiant me montre une requête qu'il avait faite et la réponse de ChatGPT sur 10 formations, il y en avait peut-être 3 qui n'existaient plus. Et après, des formations vers des écoles privées très onéreuses, dont parfois le diplôme n'était même pas reconnu. Bienvenue dans le podcast de l'espace OIP, proposé par l'Université Grenoble-Alpes, dédié à la formation, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les podcasts de l'espace OIP proposé par l'Université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, je suis avec Anne et Christine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ça va, vous allez bien ? Super. On va parler de votre métier de conseillère d'orientation. Vous êtes conseillère d'orientation à l'UGA. Et je vais vous poser la question qu'on pose à tous nos invités. À votre avis, c'est quoi l'OIP ? L'OIP ? Bonne question. Orientation, insertion professionnelle. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. C'est très bonne réponse. En même temps, c'est facile. Hein. Tu travailles à l'espace OIP. C'est ça. Donc, vous êtes conseillère d'orientation et on vous retrouve à l'espace OIP tous les jours, sans rendez-vous. C'est ça. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement votre métier de conseillère d'orientation et votre activité ? Alors voilà, moi je m'appelle Anne, donc je suis conseillère en orientation, insertion professionnelle. J'accompagne des étudiants dans leur orientation, leur projet de réorientation, leur projet de poursuite d'études. Donc voilà, mon métier essentiellement c'est d'accueillir, conseiller, écouter aussi les demandes des étudiants, soit en individuel, soit en collectif, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Oui. Et moi, je suis sur les mêmes missions qu'Anne, mais ma particularité, je dirais, c'est l'accompagnement des étudiants en études de santé. Voilà, les étudiants qui veulent soit se réorienter, soit poursuivre des études différentes, connaître les passerelles. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, vous êtes conseillère d'orientation à l'espace OIP, et avant d'intégrer la DOIP, que faisiez-vous ? Quel était votre parcours ? Alors, en fait, moi, j'ai travaillé pendant 18 ans dans une association. J'accompagnais des jeunes sur des projets de mobilité européenne. Donc, c'était vraiment un super métier. Et déjà, à l'époque, je voyais l'UGA, je voyais toute l'offre de services de la DOIP aux étudiants, puisque je travaillais un peu avec l'université. Et je me disais, quelle chance ils ont. Et peut-être un jour, je travaillerai dans ce service. Et c'est ce que j'ai fait en 2019. En 2019, j'ai rejoint la DOIP parce que l'association a fermé ses portes. Et je suis très contente parce que j'ai pu continuer à développer mes compétences, mais avec les étudiants. D'accord. Et toi, Christine ? Alors moi, au départ, c'est un peu une longue histoire d'amour avec le service public. Au départ, en fait, je travaillais plutôt pour le rectorat. Je travaillais dans les lycées où je faisais de la gestion comptable. Puis après, j'ai travaillé dans une inspection de l'éducation nationale. J'étais plus sur la gestion des ressources humaines. Et puis après, j'ai eu envie de venir travailler à l'université. J'ai postulé dans un service de relations entreprises pour une école d'ingénieurs du groupe Grenoble-INP. Mais j'avais des tâches quand même très administratives et elle faisait pas trop. Il y a un sens qui manquait pour moi et du coup, parallèlement, je faisais du bénévolat auprès d'une association qui s'appelle Coup de pouce étudiants et qui s'occupe de l'accompagnement des étudiants étrangers. D'accord. Accompagnement au parcours de formation. Et puis, j'ai fait du bénévolat. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, ce serait bien de faire du conseil ton métier. Et j'ai repris des études pour valider un master au CNAM à Paris. Un master dans le conseil en orientation, insertion, bilan. Et puis, il se trouve que j'ai fait mon stage à la DOIP. Alors, c'était un peu bizarre de se retrouver stagiaire à 39 ans, mais bon, ça s'est fait. Il n'y a pas d'âge pour être stagiaire. Il n'y a pas d'âge pour être stagiaire, ça s'est fait. Et puis, ça s'est très bien passé. Et puis, un poste s'est libéré à la rentrée. Tout s'est très bien enchaîné. Et ensuite, un concours s'est ouvert et j'ai pu être pérennisée sur ce poste que j'occupe maintenant depuis 8 ans. Ok, donc c'était une réorientation réussie. Voilà, c'était une réorientation réussie. Avec un stage qui a débouché sur un poste. Exactement. Donc, ouais. Exactement. C'est super. Aujourd'hui, donc, vous êtes conseillère d'orientation au sein de l'université. Et je voulais savoir, c'était quoi une conseillère d'orientation à l'université ? Quelles sont les différences par rapport à une conseillère d'orientation au sein d'un collège ou d'un lycée ?
On travaille principalement avec des étudiants sur du post-bac. Voilà, donc on s'occupe pas... Alors, nous, au service orientation, on est 8 conseillères, on travaille vraiment sur la partie orientation. Sachant qu'à la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle, il y a des collègues qui vont travailler sur le lien entre lycée et université. Donc, elles vont faire le lien avec justement les lycéens. Donc, nous, dans le service orientation, on va s'occuper vraiment des étudiants pendant leur licence et on va les accompagner tout au long de leur parcours sur des questions justement de réorientation, d'orientation, de poursuite d'études. Donc c'est un petit peu ça la différence. Donc on va pas s'occuper des lycéens en tant que tel, on va s'occuper vraiment des étudiants. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça. Et les publics, je suppose qu'ils sont, enfin le public est assez large. Il y a des étudiants de L1 comme de master. C'est ça, il y a tout public. À partir du moment où un étudiant rentre à l'université, il peut bénéficier de nos services. Donc ça peut aller du L1 au master. Il faut savoir qu'on accueille les étudiants de l'UGA, mais également à la marge des personnes qui sont en reprise d'études. On a des personnes qui travaillent et qui veulent de nouveau faire une formation à l'université. Donc on peut aussi les accompagner. On a des BTS aussi qui veulent reprendre des études à l'université. Et puis des étudiants étrangers, des étudiants en exil. Donc on a quand même une variété très large de publics. Et j'entends aussi beaucoup parler des CIO. Les CIO, c'est pour un autre public, c'est ça ? Oui, les CIO, disons que ce serait plus un public soit de lycéens, soit un public d'adultes en reprise d'études, mais qui n'est pas forcément intéressé par des formations universitaires, on va dire, okay. Pour faire synthétique. Donc aujourd'hui, si on veut avoir un rendez-vous avec une conseillère d'orientation, il y a la DOUP, donc les conseillères d'orientation dans les universités, et les CIO pour on va dire un panel plus large. Ça vous va ? Pour les lycéens. Pour les lycéens, etc. D'accord. Christine, qu'est-ce que tu aimes ? Non, Anne, pardon. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier de conseillère d'orientation au sein de l'université ? Beaucoup de choses. Déjà, la diversité des publics qu'on accueille. On accueille, comme on vient de le dire, plein d'étudiants avec des parcours très différents, des personnes, voilà, des adultes aussi, un peu plus à la marge, mais enfin, voilà, une diversité de personnes. Et puis moi, ce que j'aime, c'est que les étudiants qui viennent nous voir avec des questionnements, des doutes, parfois vraiment en difficulté, puissent repartir avec de l'optimisme, avec des pistes, avec de l'enthousiasme, et puis leur donner des outils pour que eux-mêmes puissent décider de ce qu'ils ont envie de faire. Et puis enfin, ce que j'aime dans mon métier, c'est valoriser toutes ces compétences que sont porteurs, ces étudiants. Ils en ont pas conscience, mais c'est des pépites en fait. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de ce qu'ils valent, de ce qu'ils ont déjà, tout ce qu'ils ont fait comme chemin, et puis de les accompagner au mieux dans la suite de leur parcours. C'est vrai. Petit rebondissement, moi, ce que j'adore, c'est que je t'ai déjà vu travailler à l'espace d'orientation et d'insertion pro de l'UGA. Et les étudiants, ils arrivent dans ton bureau, ils sont tristes, ils sont perdus et ils ressortent avec la banane. Et ça, c'est le petit fun fact. Voilà, si vous êtes étudiant et que vous vous sentez un peu perdu dans vos études, n'hésitez pas à aller à la DOIP et à l'espace OIP tous les jours, sans rendez-vous. Voilà. Christine, je peux enfin dire son prénom. Il y a beaucoup de dispositifs que vous avez mis en place, les conseillères d'orientation. Est-ce que tu peux m'en présenter quelques-uns ? Oui, alors on a parmi nos dispositifs, on a 2 dispositifs que je vais présenter et qui sont vraiment des dispositifs à la carte, adaptés aux besoins des étudiants et aussi au temps qu'ils ont besoin ou qu'ils peuvent consacrer à leur projet, à la construction de leur projet de formation. Alors tout d'abord, les ateliers. C'est vrai qu'au service orientation, on propose un atelier qui est récurrent tout au long de l'année, qui s'appelle Construire son projet d'études. C'est un atelier de 3 heures. Bon, voilà, 3 heures pour un petit groupe d'étudiants. Je dirais 8 étudiants. Et ils vont, pendant 3 heures, cheminer, tout d'abord faire un travail de bilan sur leurs intérêts, leur profil professionnel. Et puis ensuite, ils vont échanger entre eux, parce que souvent, ils ont les mêmes problématiques. Et ensuite, ils vont aller explorer des métiers en lien avec ce qui ressort du bilan. Et puis à la fin, il y a un travail de synthèse avec les conseillères qui animent l'atelier. C'est vrai que c'est un atelier qui est très riche,
avec des temps individuels, des temps collectifs et des temps vraiment d'accompagnement en profondeur avec une conseillère. Et il s'adresse à, je dirais, tout public, soit des étudiants en réorientation, soit des étudiants qui sont bien dans leur formation, mais qui veulent donner élargir un petit peu les perspectives en termes de poursuite d'études. Donc, c'est des ateliers sur inscription. Et puis, on a également un autre dispositif qui est mondialement connu, je pense, qui est le module tremplin. Oui. Qui est un module que je crois que tu as fait, Rima. Et que j'ai fait, effectivement. Voilà. Et qui m'a sauvée, clairement. Donc, c'est un module qui dure 1 mois, qu'on propose spécifiquement aux étudiants de L1 qui soit ont décroché de leur formation, soit en tout cas ne s'y sentent pas bien. Et c'est un module qui est récurrent tout au long de l'année, qui se fait en groupe, un groupe d'une 20aine d'étudiants. Et là, on va vraiment prendre le temps, les étudiants vont prendre le temps de poser les valises, de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Quels sont mes besoins? Quels sont mes intérêts? Quelles sont mes valeurs? Et puis après, on va aussi les accompagner dans des recherches documentaires guidées. Et puis, on va leur demander, une fois que des projets commencent à se dessiner, de faire des enquêtes métiers, c'est-à-dire d'aller interroger des professionnels sur le terrain. Ils vont également visiter des entreprises, on va les accompagner à leur projet de candidature sur Parcoursup. Et à la fin de tremplin, ils vont devoir rédiger un petit rapport. Il y a également une soutenance orale et tout ça va faire l'objet d'une note qu'ils pourront faire valoir sur Parcoursup. Donc, c'est quand même très, très avantageux. C'est vraiment un module où les étudiants reprennent confiance. Moi, c'est vrai que quand je l'anime, je dis toujours aux étudiants, moi, mon objectif, c'est que vous vous remettiez en mouvement, c'est que tout le monde ressort de ce module en disant, moi, j'ai tout pour réussir. Et c'est vrai que dans les évaluations qu'on a, on a des très bons retours. Et c'est un module qui paye parce que la majorité des étudiants arrivent à intégrer soit une formation sélective, BUT, école d'infirmier, BTS, soit à reprendre dans une licence qui leur correspond davantage. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je l'ai fait il y a longtemps et on était une quinzaine, je crois. Ouais. Les 15, on avait un groupe. On s'est tous réorientés dans la filière qu'on voulait. Et comme tu disais, la note à la fin du module tremplin, c'est rassurant parce qu'en fait, on se dit, on est sur Parcoursup, on a peur d'avoir perdu une année, de pas avoir de note, et de rajouter cette note et ce module tremplin dans notre candidature, ça nous rassure et puis ça marche. Donc c'est bien. Enfin voilà, je suis pour tremplin et je suis contente qu'il perdure encore et contente que vous l'animiez aussi en tant que conseillère. J'aurais aimé vous avoir en conseillère, mais bon, on travaille ensemble, c'est déjà bien. Oui. Et si je peux compléter, ça permet vraiment, mais là vous l'avez déjà dit, mais de dédramatiser cette période de réorientation et de permettre aux étudiants de repartir, d'accepter un peu plus l'inconnu. De se dire, ok, je sais pas exactement ce que je veux faire, mais j'ai confiance et j'ai tout ce qu'il faut pour avancer et pour réussir. Donc ça, c'est vraiment le top pour nous. Je vais vous poser une question. À quel moment un étudiant peut venir vous voir? Est-ce que c'est c'est en septembre ou est-ce que il peut venir quand il veut? Il peut venir absolument quand il veut. Si l'étudiant ne se sent pas très bien dans sa formation, au plus tôt il vient nous voir, au plus tôt les possibles vont s'élargir pour lui, pour une réorientation. Mais il peut venir à tous les moments, L1, L2, L3, master. Il n'y a vraiment pas de moment... Il y a des moments stratégiques. Il y a le moment de la réorientation au semestre 2 pour les premières années de licence. Donc très rapidement, c'est la possibilité à partir d'octobre jusqu'en décembre de faire un dossier de demande pour se réorienter dans une autre licence qui pourront intégrer au semestre 2 avec des conditions, bien évidemment. Mais ça, c'est une possibilité. Il y a le module tremplin, effectivement. Et puis, effectivement, les étudiants, tout au long de leur parcours, ils vont vivre des expériences de bénévolat, de volontariat, ils vont faire des stages, donc ils vont se poser plein de questions et probablement qu'ils vont être amenés à avoir ces moments de réorientation. Mais en tout cas, les étudiants peuvent venir quand ils veulent, même s'ils n'ont pas des problématiques très fortes. Ils peuvent simplement se dire, je suis en L1 ou en L2, et en L2, je commence déjà à me projeter sur un master. Très bien, ça permet effectivement de commencer à se poser des questions, à balayer un peu les possibles, et à préparer la poursuite d'études. Ils peuvent venir
pour se projeter, pour anticiper. Mais est-ce qu'ils peuvent aussi venir sur un coup de tête? Voilà, un matin, un étudiant s'est levé, s'est dit, je vais aller voir une conseillère. Est-ce qu'il doit prendre un rendez-vous? Non. C'est sans rendez-vous. Et on insiste là-dessus, effectivement, sur la spontanéité. La spontanéité. Voilà, tout à fait. Et on propose aussi des rendez-vous à distance pour des étudiants, parfois qui sont loin ou empêchés, ou même parce que voilà, ça correspond plus à la forme. Ouais, s'il y a des conditions médicales, etc., ils peuvent aussi prendre rendez-vous. Oui, ou même alors en stage. Ok. Ouais. En stage à l'international aussi. Voilà, on peut avoir des étudiants à l'étranger qui se posent des questions sur leur poursuite d'études. Ils sont en L3. Ils sont pas à l'université physiquement. Et donc on peut leur proposer des rendez-vous à distance, effectivement. Ok. Et même sans raison, comme tu l'as dit. Oui. Voilà, oui, okay. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me partager des parcours d'étudiants que vous avez accompagnés, qui vous ont marqué ou que vous avez envie de nous faire partager aujourd'hui? Alors, moi, je dirais que globalement, c'est les étudiants que j'ai accompagnés pendant le confinement. C'est vrai que finalement, on était un service qui proposait des rendez-vous à distance, qui a été tout de suite ouvert. On s'est tout de suite adapté au confinement. Et les étudiants étaient très en demande. Et moi, je me souviens d'étudiants dans leur petite chambre universitaire, dans une grande solitude, des étudiants parfois en rupture familiale, qui n'avaient pas d'autre endroit où aller, ou des étudiants internationaux qui pouvaient pas rentrer chez eux. Et là, vraiment, notre métier faisait vraiment tout son sens, parce que parfois, on était le seul point de repère pour ces étudiants. Et après, si tu poses la question d'un parcours individuel, moi, je prendrais le parcours d'un étudiant en études de santé que j'ai accompagné, donc qui était en études de médecine en 5e année et qui souhaitait arrêter. Et il y a tout eu un travail à faire de deuil autour de ces études de santé, travailler sur la peur de décevoir les parents aussi, parce que c'est des études où parfois il y a des projections parentales qui sont assez fortes. Et puis après, tout un travail aussi de valorisation de ses compétences. C'est un étudiant que j'ai suivi pendant au moins 6 mois. De temps en temps, pas tous les jours, je vous rassure. Mais ensuite, il a fini par intégrer un master en lien avec la conduite de projets humanitaires. C'est ce qu'il voulait faire, et du coup, il est content. Il est très content, et voilà. Je me dis que si j'ai pu modestement intervenir pour qu'il puisse s'accomplir, j'en ai été très heureuse. J'espère qu'on aura son témoignage à cet étudiant dans un prochain épisode. Et toi, Christine, Anne, j'ai que Christine en bouche. Et toi, Anne? Alors oui, dans le cadre du module tremplin, moi j'ai accompagné des étudiants. Alors on a fait un module tremplin pour rejoindre ce que dit Christine à distance. On l'a fait. Et j'avais effectivement une étudiante qui était hospitalisée en fait en hôpital de jour et qui a réussi à suivre le module tremplin, qui était dans une fragilité assez importante et qui a réussi petit à petit à se remobiliser. Elle faisait des études de sciences, probablement aussi par des injonctions un peu parentales, ou elle était très bonne en sciences, donc elle faisait des sciences et elle rêvait de faire du journalisme. Et chemin faisant, grâce aux enquêtes métiers qu'elle a réalisées, et puis à toute la confiance qu'elle a réengagée autour d'elle et de son estime d'elle-même, avec ce qu'on fait dans le module tremplin, elle a réussi à se remobiliser sur un nouveau projet, et aujourd'hui, elle est journaliste dans le nord de la France, dans un petit journal, un grand journal même. Et on est encore en contact sur LinkedIn, et je suis tellement contente pour elle qu'elle ait aussi bien progressé. Alors, bien sûr qu'on y est pour quelque chose, mais c'est l'étudiant lui-même qui fait le boulot. Nous, on donne les outils pour, et après, c'est à l'étudiant qui se déploie et qui va se remobiliser, mais ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'un jour, elle revient sur Grenoble. Oui. De temps en temps, c'est ça? Non, mais je suis en contact avec elle. Elle pourra si témoigner. Un jour, on lui propose de venir? Je pense qu'elle acceptera. Ah, ce serait super. Ce serait 2 futurs témoignages. Est-ce qu'il y a un profil type d'étudiant qui vient à l'espace OIP, ou quelles sont les filières où les étudiants sont plus susceptibles de venir à l'espace OIP? Moi, je sais pas si t'es d'accord, Anne, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Et puis, j'aime pas trop les classifications. Je trouve ça,
c'est une manière aussi de simplifier. Non, il n'y a pas vraiment de profil type. Après, il y a des demandes qui vont être récurrentes. Des demandes, on en a parlé, de réorientation surtout au premier semestre, et des demandes plutôt de poursuite d'études surtout au second semestre. Okay. Mais voilà. Après, oui, est-ce qu'il y a des filières plus représentées que d'autres? Franchement, ça dépend. Ça va dépendre des années. C'est vrai que moi, par rapport aux études de santé, je vois quand même, et puis mes collègues aussi, qui les accompagnent, voient quand même pas mal d'étudiants du PASS qui souhaitent se réorienter, mais j'en profite peut-être pour ajouter que dans le cadre de mes missions, j'accompagne particulièrement des étudiants sur des périodes de césure à l'étranger. Oui. Et peut-être on a aussi ce genre de demande. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on accompagne, on met en valeur ces périodes de césure ou d'années sabbatiques, et que notre rôle, c'est aussi de les accompagner sur les différents possibles qu'il y a à réaliser quand on est en année de césure, et puis toute la valorisation de ces expériences dans le parcours d'un étudiant. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas plus de L1 que de L3 que de master. C'est... Tous les profils sont... Faudrait voir les stats, parce que effectivement il y a des statistiques, mais c'est vrai qu'on n'est pas très chiffres. Et que voilà, est-ce que nous, ce qui fait la diversité de notre métier, c'est que sur une matinée où on va accueillir des étudiants, on va vraiment passer du master au L1, au BTS, voilà. Donc à chaque moment de notre parcours universitaire, on peut venir à l'espace. Rencontrer une conseillère, qu'on soit en L1 ou L3 ou master, c'est ouvert à tous. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et j'ai une question. Est-ce qu'un étudiant peut être suivi par plusieurs conseillères en même temps ou pas? Ou il est suivi par une conseillère et tout au long de son parcours universitaire? Il peut ne pas s'entendre avec sa conseillère. Non, en général, effectivement, on peut avoir des étudiants qu'on suit depuis longtemps. Et on est allé au bout du suivi parce que on a étudié toutes les pistes, et puis c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et là, effectivement, entre nous, on va se questionner et on va passer la main à la collègue. Mais en général, quand on commence un suivi avec un étudiant, on le continue. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des étudiants qui finalement voient en parallèle 3-4 conseillères pour comparer. D'accord, ok. Voilà, donc voilà, c'est un peu une attitude de consommateur, mais oui, on s'est rendu compte. Je crois qu'il y en a même un qui a battu un record, qui avait vu 6 conseillères une année. Voilà. Et parfois, il suffit d'un rendez-vous avec un étudiant. On n'est pas toujours dans un suivi au long cours. On est plutôt même sur un suivi parfois une seule fois, ça suffit. Mais si cela nécessite un suivi plus long, bien évidemment, on s'adapte et on va accompagner en fonction de la problématique de l'étudiant. Ok, super. Je voulais parler aussi maintenant de l'orientation et de la réorientation. On entend souvent parler du parcours parfait, linéaire, sans erreur ni détour. Est-ce que c'est une réalité pour les étudiants ou un mythe qu'il faudrait justement déconstruire? Là, on est toutes les trois déjà sur ce plateau, et on est toutes les trois, on n'a pas fait les métiers en lien avec nos études. C'est vrai. Donc voilà, c'est un mythe évidemment, et c'est vraiment à déconstruire, parce que le parcours de l'étudiant, on le sait, il va être nourri de ses expériences, de volontariat, de stage, donc finalement de l'ancrage à ce qui va se passer dans sa vie, et qui va être amené à changer, à bifurquer, à avoir des passerelles. Et on est là pour ça, justement. C'est vrai. Pour faire en sorte que ces orientations, ces bifurcations, elles se passent dans les meilleures conditions. D'autant plus qu'avec le changement de société qu'on vit, les bouleversements technologiques, c'est vrai qu'on peut imaginer que les individus vont être amenés à changer de plus en plus d'emplois, voire de métiers. Et vraiment, nous, on est là pour aider les étudiants à s'équiper pour faire face aux transitions qui vont être amenées à vivre tout au long de leur vie. On leur donne aussi une méthode qu'ils pourront réutiliser tout au long de leur vie. Et voilà, c'est un peu un enjeu aussi de notre métier. Donc vous êtes là pour l'orientation et pour la réorientation, c'est ça? Oui. Et aussi pour les années de césure? Tout à fait.
On peut rappeler brièvement ce que c'est une année de césure? Rapidement, l'année de césure, c'est la possibilité pour un étudiant d'interrompre ses études, et puis d'avoir une place réservée l'année suivante, très rapidement. Hein. Et pendant cette année-là, l'étudiant peut partir à l'étranger, être bénévole, volontaire, dans une organisation, faire un stage. Bref, il peut développer tout ce qu'il a envie de développer en termes de compétences, de ressources. L'année de césure, c'est aussi pour pas mal d'étudiants pour trouver sa voie aussi, hein, pour se questionner, réfléchir à son orientation et revenir en étant plus éclairé sur la suite du parcours. C'est vraiment une possibilité de s'enrichir personnellement, développer une langue nouvelle et tout simplement se développer en tant que citoyen, tout simplement en étant bénévole ou volontaire. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, en tant que conseillère d'orientation, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les freins que les étudiants peuvent ressentir face à leur orientation? Parce qu'un frein, c'est quelque chose qu'on ressent. Il n'y a pas de vrai frein à la réorientation, on est d'accord? Ouais. Les freins à l'orientation et pas à la réorientation, c'est d'abord des stéréotypes ou une méconnaissance des formations, par exemple. Et ça peut être dès le lycée. Hein, donc, je ne connais pas les formations, mais je m'engage sur une voie dont je ne connais pas ni les métiers, ni les contenus de formation. Donc, c'est une méconnaissance. Ça peut être des stéréotypes vis-à-vis d'une filière. Voilà. Et puis... Oui, et puis il y a également donc des freins liés à la représentation des formations et puis des freins aussi matériels. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui travaillent aussi, qui doivent travailler en parallèle de leurs études. Et c'est vrai quand on leur parle de master en alternance, qu'un BUT, sur 3 années, il y en a une qui peut se faire en alternance. Ça change vraiment tout. Donc des freins matériels et puis des freins aussi qui peuvent être psychologiques, la peur de quitter le nid familial, de quitter les amis aussi. On fait aussi un travail parfois pour lever ces freins des freins qui peuvent être géographiques. Ouais. Encore, j'étais pas du tout au courant. C'est bien. Non, c'est bien. Je veux vraiment inciter les étudiants à venir vous rencontrer à l'espace OIP. C'est pour ça que je donne tout, quoi. Non, parce que c'est important, comme vous le disiez, quoi. Et on va parler dans cette nouvelle partie des outils et notamment de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Comment vous voyez cela aujourd'hui ? Alors c'est vrai que nous on est confrontés à cela parce dans les relectures de l'aide de motivation, on voit de plus en plus d'étudiants qui l'utilisent et pas forcément à bon escient. On va dire, puisque les étudiants se retrouvent tous avec les mêmes lettres ou des mêmes termes qui mettent un peu la puce à l'oreille, mon parcours académique, des termes, voilà. Et on se dit là il y a eu l'intelligence artificielle. Voilà. Ouais. Et voilà, donc c'est utilisé. Après, c'est un outil, il est ni bon ni mauvais en soi, mais il faut l'utiliser à bon escient. Parce que alors après il y a aussi par rapport à la recherche de formation, les étudiants l'utilisent et il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence parce que moi il m'est arrivé qu'un étudiant me montre une requête qu'il avait faite et la réponse de ChatGPT sur 10 formations, il y en avait peut-être 3 qui n'existaient plus et après des formations vers des écoles privées très onéreuses dont parfois le diplôme n'était même pas reconnu. Donc à utiliser avec beaucoup de prudence. D'autant qu'il ChatGPT donne des solutions un peu prêtes à l'emploi. Hein, on a je dirais qu'après la fast fashion, c'est la fast orientation, des solutions toutes faites qui correspondent pas forcément à l'individu. Et nous, tout notre travail, c'est de co-construire finalement des solutions. C'est pas d'apporter des solutions toutes faites. Toutes faites, oui. Ouais. C'est de questionner en fait l'étudiant, c'est vraiment ça le plus important. Et quand l'étudiant vient avec une question, nous on va répondre par des questions, on va pas répondre par des réponses. Et donc la relation d'accompagnement, elle est beaucoup plus complexe que on appuie sur un bouton et on donne une réponse. Et puis il y a une relation de confiance qui s'installe petit à petit,
Et puis, on demande aux étudiants aussi d'aller travailler avec des outils qu'on leur donne, qui sont des plateformes de ressources et de recherche. Donc, oui, la relation humaine, elle est très, très importante. Très importante, ouais, c'est là où je voulais en venir. Oui, elle est primordiale même. Ne serait-ce que d'accueillir. Quand on dit notre métier, c'est de conseiller, d'accompagner, mais la première chose, c'est d'accueillir l'étudiant, d'écouter ses questions, d'écouter ses besoins et de questionner encore un peu plus pour l'aider à clarifier. Nous, notre boulot, c'est d'aider à clarifier la demande de l'étudiant qui vient parfois avec une demande très, très floue. L'IA sera pas forcément capable de le faire, en tout cas pas pour l'instant, et donc on n'a pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à ça, et voilà. Donc pour résumer, les outils de l'IA sont à utiliser à bon escient, notamment pour les lettres de motivation, mais il faut faire attention. Parcours académique, apparemment c'est rédhibitoire, c'est ça? Il ressort beaucoup. Puis les termes, je pense, la manière, le ton dont la lettre est rédigée, c'est souvent la même, on est d'accord? Oui, de toute façon, je dirais que pour l'utiliser à bon escient, il faut faire un bon script. Et faire un bon script, ça prend du temps. Oui. Ça nécessite aussi de bien savoir communiquer. Donc, autant ne pas passer par l'intelligence artificielle si on veut gagner du temps. Ouais. Et attention, dans les formations sélectives, ça peut être rédhibitoire. C'est-à-dire qu'une lettre rédigée par un robot, oui. Eh bien, ça peut être une candidature qui est écartée, vraiment, pour les formations sélectives. Il vaut mieux faire une lettre de motivation qui soit pas complètement raccord, avec des phrases un peu, mais qui soit personnelle, plutôt quelque chose de très lisse et qui va pas du tout parler de la personne, de sa personnalité et de qui elle est, et de ses motivations réelles. Et pour finir, par contre, l'étudiant, s'il a des questions en termes d'orientation ou de réorientation, il ne faut pas qu'il aille sur les sites ou les outils d'intelligence artificielle. Il faut qu'il vienne voir une conseillère d'orientation. Après, il peut, s'il veut, commencer à déblayer le terrain, mais c'est complémentaire. En tout cas, il est le bienvenu, ou elle est le bienvenu à l'espace orientation pour qu'on puisse en discuter en vrai. En vrai. J'ai deux dernières questions pour clôturer ce podcast. Quel conseil donneriez-vous à un ou une étudiante qui se questionne sur son avenir? Alors, un conseil, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester en vase clos, d'échanger. Il se rendra compte que beaucoup de personnes ont été dans son cas, que c'est même légitime, à la limite, de se questionner sur son avenir, surtout dans le monde incertain dans lequel on vit. Voilà, de venir nous voir à l'espace où il sera vraiment reçu sans jugement, dans le respect de la confidentialité et avec bienveillance. Ouais, donc s'il n'ose pas venir à l'espace, qu'est-ce qu'on lui dit? De peut-être faire un rendez-vous à distance éventuellement, ou il peut nous envoyer un message sur la messagerie orientation pour un premier contact, ou nous appeler par téléphone. Ouais. Vous avez réponse à tout, hein. Vous êtes bien des conseillères. Hein. Mais en tout cas, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a les rendez-vous individuels, mais il y a aussi les temps collectifs, dont Christine a parlé. Oui. En fait, en fonction de la personnalité de chaque étudiant, il y aura une forme qui sera adaptée. Mais bien évidemment, on est toutes ouvertes et toutes accueillantes, avec une grande oreille pour accueillir tous les étudiants selon leur profil. Voilà. C'est quoi l'adresse mail de l'espace OIP? orientation-insertion@univ-grenoble.fr. Voilà, merci beaucoup. Merci les filles d'avoir passé du temps avec moi pour ce podcast. Je vais vous poser la question qu'on pose à tous les invités. C'est la dernière question, c'est assez décalé. Vous connaissez le titre de Black M, Madame Pavoshko? Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous lui diriez à Black M? Moi, je lui dirais que peut-être il a eu une mauvaise expérience avec sa conseillère d'orientation. Ça peut arriver, mais qu'il peut il peut choisir d'aller voir quelqu'un d'autre. Que finalement, c'est une relation, c'est une relation humaine qui se met en place, mais qu'il y a sûrement d'autres conseillères qui sont compétentes, accueillantes, chaleureuses, qui auraient pu l'amener sur un autre chemin.
Et moi, je lui dirais, si le rap, ça marche plus et qu'il veut reprendre des études, qu'il vienne à l'espace orientation. Il sera vraiment accueilli sans jugement et avec bienveillance. Et sans rancune aussi. J'adore. Et en chantant. Et en chantant. Merci beaucoup, Christine. Merci, Anne, merci de m'avoir accordé cette interview. Et je vous retrouve pour un prochain épisode sur le podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À très vite.